Alors, il y a des gens dont le métier, c'est de foncer vers le danger quand tout le monde s'en éloigne, les secouristes bien sûr, mais la question c'est comment ils font ? Comment est-ce qu'ils peuvent affronter des situations pareilles et rester en sécurité ? Eh bien aujourd'hui, on va s'intéresser à leur armure, on va décortiquer leur équipement de protection individuelle, l'EPI. C'est vraiment ça qui leur permet de faire leur travail, de sauver des vies sans y laisser la leur. Simple, léger, efficace. Ces 3 mots, ce n'est pas juste un slogan, c'est vraiment la philosophie qui guide toute la conception de ces équipements. Il faut s'imaginer, dans le feu de l'action, la moindre seconde perdue peut être critique. Alors, un équipement qui serait compliqué à mettre ou trop lourd, ça deviendrait un véritable handicap. Non, l'idée, c'est que ça devienne comme une seconde peau pour le secouriste. Ça doit l'aider, pas le ralentir. Bon, voilà comment on va aborder ça. D'abord, on va regarder la philosophie générale de l'EPI. Ensuite, on parlera de la protection contre l'environnement, les trucs bien visibles. Après ça, on passera à la menace invisible, la contamination. Puis on verra la gestion des dangers qu'on qualifie d'aigus. Et pour finir, on explorera la toute dernière ligne de défense. Ok, première partie, la philosophie de l'EPI. Le sous-titre dit tout, l'équipement doit habiliter et non encombrer. C'est vraiment ça l'idée centrale. L'équipement, ça doit être un allié, jamais un poids mort. L'exemple est simple, imaginez un secouriste avec des gants tellement épais qu'il n'arrive plus à sentir le pouls d'une victime ou à manipuler son matériel. Ce serait absurde et même dangereux. Donc tout le défi, c'est de trouver cet équilibre parfait entre une protection maximale et une agilité totale, pour qu'il puisse se concentrer sur l'essentiel, sa mission. Passons maintenant à la première couche de défense. La plus évidente, on va dire, la protection contre l'environnement. Là, on parle des risques qu'on peut voir, qu'on peut toucher. Pensez à un accident sur l'autoroute, en plein hiver, la nuit. Voilà, c'est ce genre de danger physique et visible qu'on va aborder ici. Et pour chaque menace, il y a une solution. C'est assez logique finalement. Par exemple, contre la faible visibilité la nuit, des bandes réfléchissantes, une lampe frontale, ça transforme le secouriste en une sorte de point lumineux impossible à rater. Contre le mauvais temps, le froid, la pluie, on a des blousons adaptés qui permettent de rester au sec et concentré. Et bien sûr, pour les impacts physiques, on pense aux accidents, aux chutes de débris, le casque de protection est juste non négociable. C'est la base. Chaque équipement est une réponse hyper concrète à un danger bien réel. Bon, on a couvert les dangers qu'on voit. Le verre cassé, le froid, les chocs. Mais qu'en est-il des menaces qu'on ne voit pas ? C'est là qu'on entre dans un tout autre domaine, celui de la contamination, la menace invisible. C'est un combat beaucoup plus sournois, mais qui est tout aussi, sinon plus, dangereux. Et pour lutter contre cette menace, il y a une règle d'or, un principe de base qui change absolument tout. Il faut partir du principe que n'importe quelle personne pourrait être porteuse d'une maladie infectieuse. Ce n'est pas une question de jugement ou de méfiance, c'est une précaution systématique. Parce qu'en fait, c'est impossible de savoir à l'œil nu qui est porteur de quoi. Du coup, pour être sûr, on applique les mêmes protections avec tout le monde, tout le temps. C'est ce qu'on appelle la sécurité universelle. Et tout ça, ça porte un nom, les précautions standards. L'idée, c'est de voir ça comme une barrière qui fonctionne dans les deux sens. D'un côté, ça protège le secouriste des microbes de la victime, mais ça protège aussi la victime, qui est souvent dans un état de grande vulnérabilité, contre les microbes que le secouriste pourrait transporter. C'est vraiment un bouclier à double sens. Ok, on a vu la protection générale, la protection contre les microbes. Maintenant, on monte encore d'un cran. On va parler des dangers aigus. Là, ce n'est plus une menace diffuse comme un virus, c'est un danger immédiat, très concret, quelque chose qui peut couper, piquer, transpercer. Et pour ça, il faut du matériel très spécifique. De quoi on parle concrètement ? Pensez à la scène d'un accident de voiture. Partout, il y a des débris de verre, du métal tordu qui est aussi coupant qu'une lame de rasoir. Ou alors, sur un autre type d'intervention, on peut tomber sur des aiguilles non protégées, des seringues. Chacun de ces objets, c'est un risque de blessure directe et surtout une porte d'entrée pour toutes sortes d'infections. Et c'est là qu'il faut bien comprendre une chose, tous les gants ne se valent pas, ce n'est pas du tout la même chose. D'un côté, on a les gants à usage unique, en latex par exemple. C'est super pour se protéger des fluides, le sang, la salive. Mais face à un bout de verre, ça ne sert à rien, ça se déchire direct. De l'autre côté, on a les gants de manutention, bien plus épais et résistants. Eux, ils sont faits pour protéger des objets coupants et perforants. Utiliser le mauvais gant, c'est un peu comme essayer d'arrêter une flèche avec un parapluie. C'est juste pas le bon outil et ça peut être très dangereux. Alors, comment on se débarrasse de ces objets en toute sécurité ? Il y a une procédure très claire, en 3 étapes. D'abord, on s'équipe. On met les bons gants, les fameux gants de manutention épais. Ensuite, on collecte. On ramasse avec soin tout ce qui est coupant ou piquant. Et enfin, et c'est crucial, on élimine. On met tout ça dans un conteneur spécial, une boîte d'asserie, qui est conçue pour ça. C'est une boîte rigide, jaune en général, qu'on ne peut plus rouvrir une fois qu'elle est fermée. Le danger est con. Il y a un autre risque aigu, un peu paradoxal, c'est celui lié à la réanimation. Le geste qu'on a tous en tête, le bouche à bouche, ce contact direct, il représente un risque de transmission de maladies, que ce soit par la salive ou d'autres fluides. C'est un vrai dilemme entre le besoin de sauver et le besoin de se protéger. Mais heureusement, on a des solutions pour ça.
Aujourd'hui, on utilise ce qu'on appelle un insufflateur manuel. C'est un ballon qu'on presse pour envoyer de l'air dans les poumons de la victime à travers un masque. L'avantage, c'est qu'il n'y a plus aucun contact direct. C'est une barrière physique complète. C'est plus sûr et d'ailleurs c'est souvent même plus efficace pour une bonne ventilation. Très bien. On a parlé de gants, de casques, de masques, toute une panoplie de protection externe. Mais et si ça ne suffit pas? Qu'est-ce qui se passe si cette barrière est franchie? Si malgré tout, une aiguille pique à travers un gant? Ou si un agent pathogène arrive à s'infiltrer? Eh bien, c'est là qu'on arrive à la toute dernière ligne de défense, la plus intime, la plus fondamentale, celle qui n'est pas un équipement qu'on enfile, mais qu'on a à l'intérieur de soi, le système immunitaire. Et comment on prépare cette défense interne? Principalement par la vaccination. Le principe de la vaccination, c'est assez génial en fait. C'est comme organiser un exercice d'entraînement pour notre armée intérieure. On injecte une version affaiblie ou inactive de l'ennemi, un virus, une bactérie, pour que le système immunitaire apprenne à le reconnaître, à fabriquer les bonnes armes et surtout à s'en souvenir. Comme ça, le jour où le vrai ennemi débarque, le corps est déjà briefé, entraîné et prêt à contre-attaquer immédiatement. Le truc, c'est que cette mémoire immunitaire, elle n'est pas éternelle. Elle peut s'affaiblir avec le temps. C'est un peu comme une langue étrangère qu'on apprend. Si on ne la pratique pas, on finit par l'oublier. C'est là que les rappels de vaccins entrent en jeu. Le rappel, c'est juste une piqûre de rappel pour le système immunitaire, pour lui dire « Hey, souviens-toi de celui-là !» Ça permet de maintenir les défenses au top niveau. Et pour quelqu'un qui est exposé à des risques tous les jours, c'est juste indispensable. Mais, il y a un mais, et il est de taille. La vaccination, c'est une arme incroyable. Mais on n'a pas de vaccin contre tout. Loin de là. Il y a plein de germes pour lesquels il n'existe aucune protection vaccinale. Et c'est ça qui nous ramène au tout début. C'est précisément parce que la défense interne n'est pas infaillible que toutes les autres couches de protection, les gants, les masques, les procédures, sont si importantes. L'un ne va pas sans l'autre. Et on termine avec une question qui ouvre sur le futur. Tout ce qu'on vient de voir, c'est l'état de l'art aujourd'hui, basé sur l'expérience passée. Mais demain, quels seront les nouveaux risques, de nouvelles maladies, de nouveaux types de menaces? La seule certitude, c'est que cette recherche de la protection parfaite pour celles et ceux qui nous protègent, eh bien, c'est une mission qui n'a pas de fin.